Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Les fêtes de fin d'année sont à présent finies et vous recommencez tout juste à vous poser un certain nombre de questions sur la gestion de votre patrimoine ou en tout cas des placements qui pourraient concerner votre épargne. Et justement, nous avons convié sur le plateau de Smart Patrimoine 2 experts pour se demander ensemble comment préparer la gestion de votre épargne pour cette année 2023. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Pinelli, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Bonjour Guillaume Pinelli. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons également le plaisir de recevoir Marc Tempelman, fondateur de Cashbee. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous aussi, à tous les deux. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer avec vous, Marc Tempelman. On a intitulé cette émission comment préparer 2023 ? Alors, on est au tout début de 2023. On va avoir un an devant nous de gestion de ces placements, d'arbitrage. Est-ce qu'on peut commencer peut-être déjà par faire un bilan de cette année 2022 qui s'est écoulée ? Quelles sont les questions qu'on doit se poser en début d'année 2023 vis-à-vis de son épargne ? Est-ce qu'il faut tout changer déjà au regard de ce qu'on a connu en 2022 ? Alors c'est sûr, 2022 n'était pas une année facile. La plupart des classes d'actifs étaient en baisse, voire en forte baisse. Que ce soit d'ailleurs les actions ou les obligations. Donc le portefeuille dit classique, 60% en actions, 40% en obligations, a perdu pas mal d'argent, situé aux alentours de 19%. C'est-à-dire que la poche obligataire n'a pas suffi à protéger le capital face aux actions, c'est ça, aux risques pris par les actions ? Exactement. La hausse des taux a pesé sur le côté obligataire et a rendu la vie également compliquée côté actions. C'est pas pour autant qu'il faut changer de tout aujourd'hui. Au contraire, les valorisations ont baissé et donc, quelque part, on peut se dire que les choses sont tout simplement moins chères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient l'année dernière. Donc là, quand vous dites les choses sont moins chères, c'est qu'on parle autant d'actions que d'obligations, c'est ça ? C'est qu'il y a peut-être des opportunités d'investissement en début d'année 2023 ? Alors, possiblement. Alors, l'année le dira parce que la grande inconnue, c'est pendant combien de temps les taux resteront élevés et où ira l'inflation. Puis, il y aura des facteurs exogènes, géopolitiques notamment, qui influeront sans doute sur la tenue des marchés. Mais de façon générale, le constat est simple. Si les actions ont baissé de quelques dizaines de pourcents, si les obligations ont perdu là aussi en valeur, c'est que ces mêmes classes d'actifs aujourd'hui sont moins chères à l'achat et qu'il est donc à considérer, est-ce qu'il faut s'y remettre ? Et si oui, à quel moment ? Et chez nous, Cashbee, on préconise de s'y remettre progressivement et de ne pas essayer de timer le marché parce que malheureusement, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera le creux de la vague, que ce soit cette année ou l'année prochaine d'ailleurs. Guillaume Pinelli, si demain vous avez rendez-vous avec un client et qui vous demande un petit peu comment se projeter en matière d'épargne sur cette année 2023, quelles sont les questions à soulever ou les éléments de réponse à apporter ? Alors j'ai envie de vous dire les fondamentaux de la gestion de patrimoine, revenir à la situation personnelle du client, quel est son horizon de temps, parce que c'est ça qui va permettre de définir le risque qu'il va prendre au-delà de son profil, et puis son objectif de rendement. On met de côté les disponibilités court terme, il les sanctuarise, on n'en parle pas, ou du moins il essaye tant bien que mal d'aller chercher un peu de rendement, et on va se concentrer sur son horizon long terme pour aller chercher des solutions efficaces, puisque, c'est pas un scoop, 2022, l'inflation, ça a été le thème principal de la gestion de l'épargne. Ça risque de l'être encore un peu cette année, je pense. On est d'accord. Je pense que même avec cette nouvelle année, ça ne va pas changer. Le coût de la vie va rester cher, avec le double impact pour nos clients, sur leur pouvoir d'achat, dans leur vie de tous les jours, leurs dépenses contraintes qui augmentent. Et donc, si les pensions de retraite et les salaires n'augmentent pas, un train de vie qui peut baisser. Et donc, il faut aller chercher des solutions d'investissement qui leur génèrent rapidement des compléments de revenus. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des produits structurés qui détachent des coupons, qui a des solutions. D'accord. Et puis également, éventuellement, aller chercher des solutions long terme qui ne vont pas forcément générer de revenus tout de suite, mais qui vont valoriser le capital sur la durée, et là aussi avec des solutions qui peuvent être importantes en 2023 et qui peuvent permettre d'y accéder. Mais alors justement, vous mentionnez trois sujets de questionnement un petit peu pour les épargnants en ce début d'année. Les retraites, alors on est à quelques jours d'une annonce potentiellement du gouvernement sur la réforme des retraites, ce qui n'est pas un sujet pour Smart Patrimoine. En revanche, ce qui est un sujet pour Smart Patrimoine, c'est la préparation de cette retraite. Est-ce que début 2023 doit être un synonyme d'une préparation un peu plus accrue en matière de retraite ? C'est un risque politique, c'est une réforme qui est dans les tuyaux, on le sait, depuis de nombreuses années en France. Dans quelle mesure elle sera mise en place et à quel horizon, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Bien sûr. En tout cas, mais en matière de préparation de retraite, peut-être sur un PER ou une assurance vie, est-ce que là, c'est des questions à se poser en ce début d'année ? Ce dont on est sûr, en revanche, en effet, c'est que c'est un enjeu, que la retraite par répartition ne suffit plus pour les Français. Le taux de remplacement est quasiment inférieur à 50% maintenant pour un cadre normal en France. Donc il faut aller chercher ce complément de revenu via une enveloppe de retraite par capitalisation. Le PER est tout à fait approprié. Maintenant, le PER, c'est l'enveloppe fiscale. On a le coup de booster à l'entrée qui vient en déduction de nos Bien revenus. sûr.
Ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et l'intérêt du PER, c'est que vu que de toute façon, on est bloqué jusqu'à la retraite, on a cet horizon de temps qui est mécaniquement long. Et donc, on va pouvoir aller chercher des solutions type produits structurés, type immobilier ou actions-obligations. Vous commencez pas par action, vous commencez par produits structurés du coup. On va dire que c'est le produit du moment, là, les produits structurés. J'ai l'impression qu'on en entend souvent parler. C'est vrai, les marchés étant tellement volatiles que les investisseurs veulent bien avoir le rendement des actions, mais sont un peu plus frivoles quant à la volatilité des actions. Et donc, ce type de placement qui permet à la fois d'avoir le potentiel de rendement des marchés, mais tout en étant dans un tunnel avec des barrières de protection, des seuils de rappel à la baisse, y compris dans des scénarios baissiers. On n'a pas besoin d'être très optimiste sur les marchés pour aller vers ce type d'investissement. On peut avoir des coupons supérieurs à 5-6%, même avec des produits à capital garanti, ou des produits avec des protections à l'échéance jusqu'à moins 60, moins 50%. Donc ça peut correspondre, c'est pour ça qu'en ce moment, en effet, c'est en vogue, mais ce n'est pas une simple mode, c'est vraiment que ça répond à un besoin des investisseurs aujourd'hui. Marc Tempelman, justement chez Cashbee, vous avez lancé un produit structuré, ou en tout cas une offre de produits structurés. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois, on a l'impression que c'est un peu la réponse à tous les produits structurés, depuis que les taux obligataires remontent un petit peu, depuis que certains produits structurés, et je dis certains, pas tous, proposent du capital garanti, on a l'impression qu'il faut absolument en avoir en portefeuille, alors même que c'est très complexe pour un épargnant qui n'y connaît pas grand-chose, de comprendre comment fonctionne un produit structuré. Et on dit toujours, n'allez pas vers ce que vous ne comprenez pas. Donc comment aborder, selon vous, les produits structurés en 2023 ? Alors d'abord, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guillaume à l'instant. C'est probablement un produit qui fonctionne très très bien à l'heure actuelle pour deux raisons. Du côté de la demande, je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il vient d'être dit, mais les investisseurs sont à la recherche de produits qui procurent un rendement potentiel attractif tout en protégeant totalement ou partiellement le capital. Mais aussi du côté de l'offre, ces produits-là sont à nouveau possibles tout simplement parce que la volatilité et les taux ont beaucoup augmenté, permettant justement de proposer des structures à capital garanti, par exemple, qui proposent du 6%. Comme on le fait, nous, aujourd'hui, actuellement, via notre produit Onyx. On rappelle qu'un produit structuré, c'est une partie obligataire qui vient garantir ou en tout cas protéger une partie du capital et une partie à option et qui là va du coup s'intéresser plus à la volatilité des marchés par exemple. Par exemple. Alors c'est là où la réponse à votre question devient un peu technique, c'est-à-dire qu'il y a autant de produits structurés, je dirais, que de planètes dans l'univers et donc on peut aller vers du très très complexe comme on peut aussi s'attacher à des structures plus simples où les choses sont plutôt claires en termes de protection sur le capital, où le coupon visé est assez clairement défini également, enfin, dans le cas d'Onyx 1 c'est 6% et où vous prenez un risque sur un indice bien précis. Donc, pour l'investisseur averti, aucune hésitation, il y en a plein à considérer. Pour l'investisseur qui n'a jamais de sa vie encore acheté un produit structuré, oui, le conseil reste toujours le même. Il faut bien comprendre ce dans quoi on met les pieds, parce que même pour les produits à capital garanti, ce capital est garanti à échéance. Bien sûr. Donc, si vous pouvez avoir besoin de ces liquidités durant la vie du produit qui peut aller jusqu'à 10 ans, il faut bien savoir que si vous faites des ventes en cours de vie, là, pour le coup, le capital n'est plus garanti. Et vous pouvez perdre de l'argent. Et vous pouvez en gagner ou en perdre. D'accord. Ouais. Donc oui, c'est un produit qui nous semble très pertinent dans le contexte actuel, mais c'est certainement pas le seul produit. Enfin là encore, je pense que Guillaume et moi on va être vite d'accord. La diversification dans une année comme celle qui s'annonce relativement complexe comme 2023, la diversification fera partie des thèmes à respecter. Enfin, ça fait partie des règles de base, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et alors justement, quand on parle de diversification, on a parlé de produits structurés. Alors vous avez également mentionné certains produits de retraite, immobilier aussi que j'ai entendu dans vos deux réponses. On diversifie dans quoi en 2023 en rajoutant une variable qui est que l'épargnant a beaucoup entendu en 2022 ce terme inflation et cette idée que l'inflation grignote son capital et que ça ne va pas s'arrêter cette année en 2023. Donc comment est-ce qu'on diversifie tout en allant chercher du rendement, tout en diminuant le risque qui est un peu le Graal qu'on aimerait tous trouver en matière de gestion d'épargne. Peut-être Marc Tempelman et ensuite Guillaume Pinelli. Alors, je vais peut-être me mouiller un peu. Je pense que sur l'inflation, il y a deux discours. Il y a celui qui se porte sur les États-Unis et celui qui concerne l'Europe. Sur l'Europe, je n'en sais rien. J'espère qu'on arrivera à maîtriser et que la Banque Centrale Européenne continuera ses efforts pour la maîtriser, pour revenir vers le 2%. Le problème de l'Europe, c'est que l'inflation ne dépend pas que d'elle. On est très dépendant du gaz, on reste très dépendant de facteurs exogènes comme la guerre en Ukraine, etc. Et donc, la BCE peut faire ce qu'elle veut. Je ne suis pas certain qu'elle ait toutes les cartes en main. D'accord. Les US, c'est différent. C'est une économie qui est largement, entre guillemets, isolée, qui se suffit à elle-même et où la Fed a de l'avance. Ça fait un moment que les taux augmentent aux US et où on peut prévoir
voir une baisse graduelle de l'inflation et peut-être même une baisse graduelle des taux d'intérêt, des taux directeurs, peut-être pas cette année, mais peut-être tout début 2024. Ce que je veux dire par là, c'est que le risque inflationniste, il existe des deux côtés de l'océan. En revanche, il me paraît moins élevé et donc plus facile à estimer aux US qu'en Europe. Pourtant, nous, nos livrets ou nos comptes courants, ils sont en euros en France. Donc le risque inflationniste va venir grignoter notre épargne en euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut investir aux États-Unis ou je dis juste que quitte à investir toujours en diversifiant, bien sûr. Il est peut-être pas idiot effectivement de consacrer une partie de son épargne à ce marché américain. Où, encore une fois, l'économie a des chances de pouvoir rebondir après une récession qui pourrait être courte. Je parle au conditionnel, je n'ai pas de boule de cristal. On parle évidemment au conditionnel, mais c'est important d'essayer de comprendre les enjeux macroéconomiques, justement pour donner quelques clés en matière de gestion de son épargne. Guillaume Pinelli, effectivement, alors qu'on a parlé de diversification, on parle de risque d'inflation sur son épargne. Alors quand on parle de risque d'inflation sur son épargne, c'est vis-à-vis du pouvoir d'achat qu'on pourrait avoir à la fin avec l'épargne que l'on a. Comment est-ce qu'on gère, selon vous, cette dualité pour le début de cette année 2023, quand on est épargnant et qu'on a envie de contrer l'inflation sans pour autant prendre un risque démesuré avec son épargne? On prend la bonne résolution de définir vraiment la poche qu'on a besoin à court terme, celle qu'on a besoin à long terme, on n'aura pas besoin avant 8-10 ans. La poche à court terme, on peut faire que le nécessaire à court terme. La poche à long terme, il faut aller chercher des solutions dans la durée, dans l'immobilier, si possible qui génèrent des revenus, et si possible, dont les revenus vont être indexés à l'inflation. D'accord. Ouais. Il n'est pas la même chose d'avoir un rendement de 5% par an qui va rester de 5% par an et un rendement qui va être indexé à l'inflation, c'est-à-dire qui va augmenter si l'inflation augmente. Mais alors concrètement, quand on va dans l'immobilier, on fait quoi? On achète un appartement ou une maison en résidentiel, on investit dans une SCPI de bureau. Quand vous parlez de loyer indexé à l'inflation, on va le chercher où ce loyer? Alors dans le résidentiel, les loyers, ils sont certes un petit peu liés à l'inflation, mais l'indice du résidentiel a été plafonné. Et oui, souvent, il y a un plafonnement des loyers, oui, bien sûr. Alors que dans l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, on va avoir l'indice des loyers commerciaux qui est beaucoup plus lié à l'évolution de l'inflation. Il est indexé, notamment il a augmenté de 4,5% sur le dernier trimestre. Donc on voit que les revenus, par exemple, des SCPI, qui sont la classe d'actifs la plus accessible pour les épargnants français pour accéder à l'immobilier commercial, leur rendement a même augmenté au début de l'année 2022, puisque l'inflation augmentait. Pour toutes les SCPI, ou encore faut-il choisir la bonne SCPI dans laquelle il faut investir? On parlait d'un grand principe, la diversification. Le deuxième grand principe, c'est la sélection. D'accord. Très sélectif, dans les périodes comme ça, très volatiles, avec des incertitudes sur les marchés, sur la remontée des taux, quel est l'impact sur l'immobilier. La sélection, c'est la meilleure des réponses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini l'horizon de temps, aller choisir dans chaque classe d'actifs, ouvrir un peu le moteur et le capot des SCPI et voir quelles sont celles qui ont des bonnes réserves, qui ont pris en compte les futures contraintes de rénovation énergétique, donc ont suffisamment de réserves pour mener à bien ces rénovations et faire évoluer leur parc immobilier sans puiser dans les frais de gestion, sans augmenter les frais et donc rogner les rendements des investisseurs. Donc tout ça, c'est le travail, et à l'image des produits structurés dont parlent les marques, c'est le travail du conseiller aussi, de faire le filtre entre le produit fini, en effet où il y a toute une gamme et plein de qualités différentes, et puis l'investisseur final. On doit vraiment faire filtre pour choisir les meilleures solutions d'investissement et celles qui vont être pérennes dans le temps en termes de rendement. Donc, si je comprends bien, deux tendances pour ce début d'année. Alors, on en a évoqué beaucoup plus, mais les produits structurés ou aller chercher du loyer indexé à l'inflation, ça, c'est peut-être deux manières d'aborder ce début d'année en matière d'épargne actuellement. C'est ça, c'est se générer des compléments de revenus pour essayer de compléter le manque à gagner sur le train de vie et puis essayer de valoriser son capital. Puisqu'aujourd'hui, le constat, il est très simple. Quelqu'un qui a un fonds en euros en assurance vie, 1% par an l'année dernière, l'inflation 6%, donc le détenteur d'un fonds euro en assurance vie, il a perdu 5%. Et alors, rapidement, vous parliez du court terme. Le court terme, c'est quoi? C'est sur des livrets réglementés? Sur des livrets réglementés, si on voit les taux quand même un petit peu augmenter légèrement, mais un petit peu, est-ce que ça peut permettre quand même de donner un petit peu plus de rendement à son épargne? Marc Tempelman, peut-être. Merci de me poser la question, puisque c'est le produit avec lequel on a commencé nos activités. C'est ce fameux livret Cashbee qui comme pour les SCPI, on peut sélectionner les banques en fonction de celles qui payent les taux les plus élevés sur leur livret. C'est pas parce que c'est des banques moins bonnes, c'est juste parce que il y a quelques banques qui ont plus besoin de ces dépôts que d'autres. Et donc, même pour cette épargne de précaution qu'il ne faut pas mettre à risque et qui doit rester disponible, on doit réfléchir et on doit trouver le bon livret qui protège le plus contre l'inflation. Dernière question, peut-être Guillaume Pinelli, quelles sont les questions que je dois me poser absolument pour la gestion de mon épargne en début d'année? Alors, l'horizon de placement, ça je vous l'avais dit. Quand est-ce que vous aurez besoin de décaisser? D'accord, ça c'est vraiment la question centrale. C'est la question centrale, puisque c'est celle qui permet d'aller chercher du risque, d'en accepter une partie, et c'est le risque qui va faire le rendement aujourd'hui. Même si les taux d'intérêt ont augmenté,
c'est bien la notion de risque qui va être importante. Donc, votre horizon de temps, votre situation patrimoniale actuelle, bien sûr. Vous êtes déjà très exposé à l'immobilier ou pas. Quel pourcentage on met à risque par rapport à un capital garanti? J'entendais sur ce plateau qu'il fallait mettre son âge en capital garanti. Vous partagez cette idée? Alors ça, c'est une notion après... chacun a sa notion, effectivement. La sociologie et autres, non, c'est des choses beaucoup plus et personnelles, mais aussi des grandes métriques patrimoniales. Voilà. Et puis, est-ce qu'on est détenteur de sa résidence principale ou pas? Il y a d'autres métriques qui rentrent en compte. Ce qui compte, c'est ses objectifs de rendement et son objectif de liquidité. Et puis, votre situation fiscale, très important, parce qu'un rendement brut, ce n'est pas un rendement net. Donc, avant de se lancer dans un placement, toujours faire le point sur la situation fiscale à l'impôt sur le revenu. Merci messieurs, merci Guillaume Pinelli, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Merci également Marc Tempelman, fondateur de Cashbee. Merci à tous les deux pour votre expertise sur ce plateau et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.